Lacan, nous et le réel, 49e séance. Vous écoutez? Oui, mais est-ce que vous y attrapez un petit quelque chose qui ressemble à du réel? Dans la difficile tâche de vous faire entendre ce soir, disons, quelque chose. On entend? On n'entend pas. Et comme ça, entend-on. Ça va? Alors, nous allons parler aujourd'hui du malaise dans la civilisation. Parce que il y a bien un moment qui s'y prête, en ce 24 décembre 2021, c'est bien aujourd'hui. De quoi parle Freud dans ce livre de 1929, qui est un ouvrage décisif qu'on assimile souvent à une extension de sa réflexion amenée sur un plan plus philosophique, entre guillemets. Et donc quelque chose qui serait moins dans ses cordes que, par exemple, on l'a déjà vu il y a quelque temps, l'invention du système neuronique, enfin, l'invention à laquelle il se livre dans l'esquisse de 1895. Là, nous sommes en 1929, et Freud fait un point avec cet ouvrage-là sur ce qu'il appelle donc das Unbehagen in der Kultur. C'est le titre en allemand, donc, qu'on peut traduire par le déplaisir, le malaise, malaisé, mal à son aise, in der Kultur, dans la culture. On a traduit ça en français par civilisation. C'est pas tout à fait la même chose, bien sûr, puisque la culture renvoie toujours à cette notion de culte qui définit particulièrement l'espèce humaine sur cette planète. On l'a déjà vu il y a longtemps, mais l'homme est cette créature qui a la garde de la parole, ce qui permet de reconnaître l'être humain, on écrive comme on veut. Ce sont les sépultures, c'est ce culte voué aux morts. Parce que même mort, l'homme reste cette créature qui est le gardien des possibilités de la parole. C'est très important pour parler justement de ce malaise dans la civilisation. Parce que où le symptôme pourrait-il être plus évident que dans ce qui affecte la parole. Et nous sommes dans une époque où non seulement la parole est très affectée, mais elle est même menacée de toutes parts, avec l'exclusion forcée de certains signifiants, la mise en place de signifiants qui n'ont pas encore fait leur preuve dans la langue parlée, et qui sont d'ores et déjà inscrits dans le dictionnaire, comme un forçage. Normalement, le rapport entre le symbolique et le réel fait que n'entre dans le dictionnaire, l'écrit est second par rapport à la parole, donc à l'usage de la langue, n'entre dans le dictionnaire que des mots qui auront fait leur preuve, qui auront eu un usage particulier. Et là, on assiste justement à une inversion de toutes les valeurs, mais pas dans le sens nietzschéen, où lui prônait une inversion des valeurs, mais dans un sens justement de retournement, tel qu'on va le voir tout à l'heure, avec la préséance du réel sur l'imaginaro-symbolique, pour le dire rapidement. Là, nous sommes à l'opposé de ça, c'est-à-dire une volonté forcenée
de contraindre le langage pour faire rentrer tout le réel dans les petites cases, les petites chevilles dans les petits trous, comme disait Charles Péguy, que reprend Lacan dans un séminaire, afin de contraindre justement le par-l'être que nous sommes à non pas se questionner sur son rapport, plutôt le rapport de son sujet à sa parole qui s'inscrit dans un langage, mais à le forcer à entrer dans un certain type de discours qui, dès lors, s'impose à lui et le tient dans ses raies. Ce que Freud note dans son Malaise dans la civilisation, qui marque l'ensemble de l'ouvrage, on peut dire, c'est tout d'abord la constatation que la civilisation, la Kultur pour lui, en demande trop au sujet. Là, on n'est plus dans cette nuance d'en demander trop. Là, le sujet est carrément malmené par le fait que des mots lui sont interdits d'usage, il est censuré et on lui demande de se plier à quelque chose d'absolument arbitraire. Arbitraire veut dire, vous le savez, depuis Saussure, disons la lecture que Lacan fait de Saussure, donc le discours du maître. Ce discours du maître, aujourd'hui, on l'a déjà vu, a pris une autre forme par sa copulation perverse avec le discours universitaire, donc le discours de la science. Nous avons aujourd'hui le discours capitaliste qui considère que le langage est un pur instrument à la disposition. C'est-à-dire tout ce qui, du langage, permet de déterminer les possibilités du sujet en tant que singularité absolue sont déniées à la base par le discours capitaliste qui fait du discours et de la langue un pur instrument à disposition, une instrumentalisation. Alors, si nous revenons un peu sur le malaise dans la civilisation en tant que une œuvre plus que marquante, puisqu'elle est déterminante pour Lacan dans la constitution de l'éthique psychanalytique. Il faut savoir que c'est à partir du malaise dans la civilisation que Lacan va déterminer l'éthique de la psychanalyse. Nous en avons déjà parlé. Nous allons en reparler un petit peu aujourd'hui. Donc, l'éthique, à partir du moment freudien, n'est plus celle qui se colore, qui se connote du contexte aristotélicien, à savoir une éthique du maître, une éthique de la contemplation, une éthique de la théoria. Nous allons nous retrouver avec une nouvelle possibilité de l'éthique qui est déterminée cette fois par les rapports du sujet au réel, donc ce qui veut dire par la médiation qu'opère le langage, le rapport du sujet à sa parole en tant qu'il parle une certaine langue et qu'il est pris dans un certain discours. Ce que Freud amène notamment dans ce malaise dans la civilisation, ce qu'il rappelle, c'est d'abord, bien sûr, on l'a vu que la société en demande trop, mais aussi deux autres aspects qui sont surdéterminants dans cette œuvre-là. C'est, premièrement, ce qu'il s'appelle la mort du père, et qui force le sujet
affaire avec ce qu'on appelle la culpabilité. C'est le mythe freudien, le mythe du père de la horde primitive. Donc, coupable, nous le sommes tous forcément, hein, pour Freud comme pour Lacan, puisque nous avons cédé sur notre désir. Ce qui veut dire que nous sommes coupables de la mort du père. Bien sûr, c'est quelque chose qu'il faut explorer, hein. On ne va pas en rester juste là comme ça avec des énoncés de pure forme. On va essayer de comprendre ce que ça veut dire. Et puis surtout, un autre aspect qui, lui, est plus difficile encore d'accès, puisque autant Freud en parle de la mort du père d'une certaine manière comme quelque chose qui peut être ramené à une dimension logique. Il y a un point sur lequel, malgré tout, il recule. Il a beaucoup de mal à accepter ça. C'est un point qu'on retrouve dans l'Ancien Testament, mais qui est particulièrement réactualisé dans les évangiles, notamment chez Saint Matthieu, mais aussi chez Saint Marc et chez Saint Luc. C'est un point qui dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Donc le malaise dans la civilisation est essentiellement le livre qui traite des difficultés pour le sujet d'articuler quelque chose qui soit de l'ordre de l'individuel avec le collectif, quelque chose de l'ordre d'une articulation entre l'individuel et le collectif. C'est ça le grand problème, puisque si la société en demande trop au sujet, c'est qu'il y a une logique à l'œuvre dans la société elle-même. Hein, il y a quelque chose de l'ordre d'un discours puissant qui vient comme émanant de la société et qui contraint le sujet, qui le contraint dans sa pratique, l'exercice de son être, en quelque sorte, ses pulsions, et comment faire pour trouver l'équation qui nous mènerait à une réconciliation possible entre le bonheur du sujet, entre guillemets, et le développement, le déploiement de la société. Alors ça, dans le malaise en civilisation, Freud est très clair. Le bonheur n'est pas inscrit nulle part dans les possibilités offertes pour le sujet. Il va devoir se le créer lui-même, son bonheur. Hein, il n'y a rien qui est prévu sur le plan de la création concernant son bonheur. Donc, il va devoir faire avec ce qui lui apparaît le plus souvent comme un commandement, une injonction, pas forcément sous la forme d'un discours, au sens où un discours nous apparaît tout le temps comme quelque chose d'organisé a priori, mais en tout cas, il subit les effets d'une répression, et cette répression-là, elle arrive comme émanant de quelque chose d'assez flou, nébuleux, comme étant l'ordre social, ce que Freud appelle la Kultur, et qu'à d'autres endroits, il détermine comme Kultur über ich, c'est-à-dire le surmoi social. Nous sommes soumis à quelque chose de l'ordre du langage, mais que nous n'identifions pas forcément comme tel, qui va nous contraindre, donc, et avec lequel nous devons faire toute notre vie. Là où Freud recule, c'est devant cette injonction quasi divine, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Évidemment, c'est très difficile à digérer, hein, parce que, déjà, qu'est-ce que ça veut dire, comme toi-même? Est-ce que nous nous aimons tant que ça, en tant que sujet? C'est déjà une première question, hein. Qu'est-ce que c'est que le prochain?
Alors le prochain en anglais, ça se dit neighbor, le voisin. C'est pas mal de l'appeler comme ça, parce que voisin a toujours été, depuis le début, un quasi-synonyme d'ennemi. Et si ce n'est d'ennemi, c'est d'adversaire, parce qu'il y a toujours des luttes à la frontière avec le voisin. Et le prochain des Écritures n'est évidemment pas le semblable. C'est le prochain en tant qu'il est, comme dit Lacan, le partenaire inhumain, l'autre avec un grand A, auquel justement le voisin prête son existence d'autre avec un petit a, c'est-à-dire capricieux, pénible, imprévisible, notre adversaire. Alors, nous nous souvenons alors que, pour Freud, l'autre, ou autrui, comme il dit, prend toujours essentiellement trois figures, trois registres qui sont le modèle, l'identification, l'objet dont je fais usage, et puis l'adversaire avec lequel je me confronte dans une lutte de pur prestige, comme dit Hegel, lorsqu'il met en place sa dialectique du maître et de l'esclave, qui va nous servir pour comprendre que dans la dialectique du maître et de l'esclave, si on en revient dans ce malaise dans la civilisation à quelque chose comme ayant toujours à voir avec le langage, avec les rapports du sujet à sa parole, comme l'Ancien Testament lui-même, les commandements moïsiaques, les commandements de Moïse concernent le langage. De la même manière, le malaise dans la civilisation concerne le rapport que nous avons au langage. Et donc, il ne faut pas être un grand clerc, ni avoir des années d'études de linguistique derrière soi pour se rendre compte de la prostitution du langage dans laquelle baigne notre époque. Les signifiants sont détournés, d'autres sont imposés, la plupart sont importés de la langue, disons, du capitalisme mondialisé qui est l'anglais. Donc vous savez que la plupart des injonctions auxquelles nous avons affaire en ce moment, comme gestes barrières, distanciation sociale, etc., sont de pur import de la langue anglaise. Et pour m'être penché récemment sur le magnifique ouvrage de Victor Klemperer qui s'appelle LTI, Lingua Tertii Imperii, la langue du Troisième Reich, nous retrouvons exactement les mêmes principes à l'œuvre dans l'évolution, entre guillemets, c'est-à-dire essentiellement son involution, sa chosification, la chosification de la langue à l'œuvre dans ce qui se passe actuellement. Während ich hier drinnen spreche, stehen unsere Truppen auf einer großen Linie. Comment résoudre cette impasse à laquelle nous conduit le malaise dans la civilisation actuelle? Un premier pas est franchi si on considère effectivement que cela concerne essentiellement le langage. Nous sommes d'abord des par-lettres, des êtres de parole, et comme le rappelle Victor Klemperer, la langue poétise à travers nous. C'est-à-dire que les effets de sens se font indépendamment de notre propre volonté. Nous sommes pris dans des discours qui nous commandent et il ne saurait exister de réalité qui ne se soutienne au préalable d'un discours. Le discours étant à prendre dans sa pure acception lacanienne, c'est-à-dire non pas dans le fait qu'un sujet tienne un discours, mais au contraire, le sujet est pris dans un discours. Le sujet de la psychanalyse ne parle pas, il est parlé, et c'est par là qu'il s'appréhende. Donc,
quand nous écoutons aujourd'hui la plupart de nos concitoyens, nous entendons quelque chose de l'ordre du travail de la langue à l'œuvre. De la langue, non pas du Troisième Reich, comme celle de Victor Klemperer, mais malgré tout, d'une langue qui, comme celle du Troisième Reich, amène quelque chose de l'ordre de une néo-nazification. N'ayons pas peur des mots, ce sont exactement les mêmes principes qui sont à l'œuvre en ce moment, avec une éradication de plusieurs signifiants et une mise en évidence, une congrégation, une collusion de plusieurs signifiants qui vont déterminer le destin des peuples. Pas du sujet qui est, en tant qu'il aura fait une analyse, susceptible de reconnaître dans quel discours son sujet peut se prendre. Mais, pour la plupart, cela reste malgré tout une contrainte à laquelle la plupart des sujets du discours dominant ne peuvent pas s'abstraire ou s'extraire parce que c'est quelque chose qu'ils ne peuvent pas reconnaître. Encore faut-il au préalable avoir fait ce travail de rectification de son sujet au réel, l'accès au réel ne passant que par la parole, pour avoir une chance de ne pas se faire prendre dans ces effets de langage qui déterminent la vie non seulement des peuples, mais aussi du sujet dans son absolue singularité. Alors, ce que dit Freud dans Malaise dans la civilisation sera particulièrement développé, bien sûr, par la lecture que fait Lacan de Freud dans l'éthique de la psychanalyse, c'est-à-dire comment comprendre que la psychanalyse n'est pas une Weltanschauung. Welt, c'est monde, Anschauung, ça veut dire vision, en gros. Mais ça se traduirait plutôt par intuition. La Weltanschauung, en fait, est un concept relativement récent, donc qui apparaît dans ce qu'on appelle le romantisme allemand. Il apparaît au départ dans la fin du XVIIIe siècle, comme appartenant à une coterie, quelque chose qui vient remettre en jeu, justement, une certaine organisation du monde. Organisation, c'est un autre mot par lequel se définit le nazisme. Faut pas l'oublier, ça. Ça, il faut relire absolument le Klemperer. C'est très clair là-dessus. L'organisation, ça comporte l'organe. L'organe, ça a quelque chose qui échappe justement à la logique en tant que on ne peut pas en définir tous les moments, tous les mouvements. Il y a quelque chose d'ordre naturel, cette espèce de fantasme de revenir à quelque chose d'ordre naturel. C'est pour ça que le nazisme a toujours à voir avec cette organisation et avec cette échappée de la logique, non pas qui est qualifiée par Lacan de pas tout, mais celle qui va trouver son assomption dans l'identification imaginaire à un processus naturel. Donc il y a un retournement, et dans les années 1910-1920, la Weltanschauung va définir une nouvelle manière de cautionner le culte hitlérien de la puissance, la domination, l'élection d'une race. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui, sauf que aujourd'hui les nazis sont des transhumanistes. Mais ça répond de la même logique, en fait, de quelque chose qui échappe à la logique elle-même en tant qu'elle est le complément du mythos originel, de la parole grecque des origines, celle qu'on retrouve à la fois dans la tragédie, les mythes, mais aussi dans les évangiles, parce que, comme vous le savez, les évangiles sont écrits en grec.
Donc, la Weltanschauung, c'est ce dans quoi nous vivons aujourd'hui. Chacun se fait une vision du monde au sens où une intuition que le monde est ceci ou cela, ou qu'il devrait être comme ceci ou comme cela. Freud est très clair là-dessus. La psychanalyse n'est pas une Weltanschauung. Lacan renchérit, le marxisme non plus. Ce que j'enseigne, il saute aux yeux que cela se rapporte à ce qui s'appelle l'expérience psychanalytique. On veut transporter tout ça dans je ne sais pas quoi, quelque chose que ça ne met dans aucun cas de savoir, ce qu'on appelle de ce mot aimable, qui ressemble à un éternuement, Weltanschauung. Loin de moi pareille prétention, c'est la chose dont j'ai le plus horreur. Dieu merci, je ne m'y livrerai jamais, aucune Weltanschauung. Et même toutes les autres de Weltanschauungen, je les vomis. Il s'agit dans ce que j'enseigne de toute autre chose, de procédés techniques et de précisions formelles concernant une expérience qui ou bien est sérieuse, ou bien est une incroyable errance, une chose folle, délirante. Ça en a d'ailleurs tout l'aspect quand on la voit de l'extérieur. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que la psychanalyse n'est pas une Weltanschauung? C'est ce que je vais essayer de vous illustrer par ce recours au film de Ridley Scott qui s'appelle Last Duel. Là, la prouesse cinématographique de Ridley Scott, entre autres, il rend hommage à deux géants du cinéma. Le géant des géants, on peut dire Hitchcock, dans un premier temps, et puis bien sûr Kurosawa. Donc, le premier hommage à Hitchcock consiste dans le fait que, dès le début, dans la construction du film, il te force à accepter, à reconnaître, à avouer que tu as déjà pris parti pour un des deux chevaliers. Dans le filmage, en fait, il y a déjà une Weltanschauung à l'œuvre, c'est-à-dire une conception du monde, parce que tu crois que c'est neutre, que c'est juste des images, qui a un objectif, et en fait, il y a déjà une conception du monde, et tu as déjà pris parti. C'est-à-dire le spectateur est intégré dans le film lui-même, c'est-à-dire le regard du spectateur. Ça, c'est un procédé purement hitchcockien, dont la manifestation la plus célèbre est celle qu'il y a dans Psycho, d'Hitchcock, où le spectateur est obligé de reconnaître qu'il prend fait et cause pour le criminel, dans la mesure où quand la voiture doit disparaître dans l'eau et qu'elle reste comme ça un moment avec le toit qui dépasse, eh bien, les spectateurs sont tous là, sans le vouloir, mais ils poussent avec les yeux de telle manière que le toit disparaisse. Il y a derrière ça une manière de relier l'objet à l'image et au sujet. Le sujet est pris déjà dans l'image. Donc il y a déjà une conception du monde. Dans le dernier duel, on a déjà pris fait et cause pour un des deux, puisque le film commence par la fin, c'est-à-dire la préparation des duellistes. Le deuxième aspect, c'est bien sûr l'hommage rendu au Rashomon de Kurosawa, où le film est montré selon différentes perspectives. Et là, dans le film, donc, on va avoir 3 versions. Jean de Carouge, Marguerite et Jacques Legris. Il y a entre Jean de Carouge et Jacques Legris quelque chose de l'ordre d'une mise en scène primordiale, d'une rivalité phallique. Et du point de vue psychanalytique, on voit que Freud avait entièrement raison. Il était fondé à dire que le mode identificatoire fonctionne sur l'autre comme d'abord un modèle, ensuite un objet, après un adversaire. Et puis évidemment, ça tourne. Là, on voit dès le début du film donc que Jean de Carouge est un personnage archaïque,
c'est un véritable guerrier. Il a très peu de moi, entre guillemets. C'est-à-dire, il a peu de fantasmes. Il est dans son corps. Et ce faisant, il est un guerrier implacable. Il sauve Jacques Legris. Et évidemment, comme dit Céline, quand vous faites le bien, on vous le fait payer très cher. Donc à partir de ce moment-là, Jacques Legris va devenir progressivement l'adversaire dans une rivalité phallique. Il va considérer d'abord Jean de Carouge comme un modèle, c'est-à-dire qu'il voit très bien la puissance guerrière qu'il y a derrière, parce que lui ne se laisse pas distraire par son moi. On verra que ça a son importance plus tard. Et puis donc, quand il revient de sa campagne d'Écosse, par exemple, que tout le monde s'imagine que là-bas il aurait pu être atteint ou tué, etc., lui dit « Je ne parierai jamais contre Jean de Carouge au combat. » Il sait très bien, et on le voit dans le film, c'est-à-dire qu'ils reçoivent des flèches empoisonnées en plein visage. Lui, ça ne lui fait ni chaud ni froid. Il se retourne et il fonce. Donc, c'est un guerrier accompli, c'est-à-dire un prototype archaïque du guerrier. Il est dans son corps et peu de moi, peu de fantasmes. Évidemment, de l'autre côté, Jacques Legris est un personnage beaucoup plus subtil et beaucoup plus intéressant. C'est pour ça qu'il provoque l'identification du spectateur, et c'est lui, dans la manière dont il est filmé au début, qui est choisi par le spectateur. Parce qu'il est plus élégant, il est plus racé, il est plus beau, il est plus délié. Et puis on s'aperçoit au fur et à mesure du film que non seulement il a de très fortes aptitudes au combat, mais qu'en plus, lui, il est aussi dans le moi, dans le fantasme. Donc on va voir que c'est ce qui va le perdre aussi. Mais il a des lettres, il sait parler, il parle plusieurs langues, etc. Ce qui va provoquer chez Marguerite, bien sûr, un désir insu d'elle-même, et puis aussi, il ne faut pas confondre là le désir et la volonté. Dans sa volonté, jamais Marguerite n'aurait cédé aux avances de Jacques Legris. Mais son désir, dans l'ambivalence du fait que le désir, c'est quelque chose de profondément inconscient et c'est quelque chose de très subversif, son désir vient foutre par terre sa volonté. C'est-à-dire, d'une certaine manière, dans le déroulé du film, le fait qu'elle tombe enceinte après le viol montre qu'il y a là, en elle, quelque chose qui s'est déclenché. Et évidemment, il ne faut pas tout confondre, là, ce sont des zones très subtiles, c'est-à-dire que les fantasmes, donc qui correspondent à quelque chose qui a un rapport avec le moi, le moi est la source de tous les fantasmes, c'est quelque chose de très inconscient et de très logique, mais d'une logique qui échappe au sujet et à la volonté du sujet. Donc, si on reprend les trois versions, chaque position se vaut, que chacun va défendre son discours, le discours dans lequel il est pris, chacun va croire à son mensonge, on voit que chacun ment à sa manière. Mais, d'une certaine manière, il y a des mensonges qui sont plus ou moins en rapport avec le réel, et il y en a d'autres qui s'éloignent du réel. Donc on va voir que c'est celui de Jacques Legris qui est le plus éloigné du réel. C'est pour ça que dans sa version, à lui, où il n'en démord pas, il va croire en sa version jusqu'au bout. Au moment où Jean de Carouge va avoir le couteau au-dessus de lui, prêt à lui enfoncer dans la gorge, et lui faire rendre gorge, selon l'expression, eh bien, il ne va pas céder. Il va dire « Non, je n'ai pas abusé d'elle. » Donc, l'ordalie, là, c'est le réel qui vient en lieu et place de la vérité. En psychanalyse, si la vérité ne peut que se mi-dire, ce n'est pas parce que ce sont la moitié des mots qui manquent, c'est parce que la vérité touche au réel sans s'y confondre. La vérité appartient au registre du symbolique. La vérité est quelque chose de l'ordre du symbolique, mais quand il y a le réel qui apparaît, eh bien, il n'y a plus de vérité parce qu'il n'y a plus de symbolique. C'est le réel qui prend la place. Et le réel, là, c'est quelque chose qui surgit sous la forme d'un poignard qui s'enfonce dans sa bouche et dans sa gorge par où il a péché, c'est-à-dire sa parole. L'ordalie, ça veut dire que
Dieu, d'une certaine manière, en tant que le Dieu appartient au réel, va faire le job. Du point de vue juridique, on n'arrive pas à départager les plaidoiries. Chacun s'en tient à sa version et dans la logique, tout se tient, mais la logique elle-même est faillie, c'est pour ça qu'il y a du réel. Et la logique n'est rien d'autre que la science du réel. Mais il y a toujours une faille. Donc la faille, c'est là où s'introduit le mythos, la parole en tant que vérité du logos. Au fond, à la fin du film, on se rend compte que chacun tenant sa parole, il n'y a pour le spectateur plus de possibilités là de s'échapper et de concevoir qu'effectivement, là, chaque prise de position est une conception du monde, une Weltanschauung, et aussi l'ensemble des considérations morales, légales, législatives, économiques, historiques, etc. Toutes ces conceptions-là sont des Weltanschauung en tant que conception du monde, révoquées par Freud comme étant de pures illusions, imaginaires. Et la position de la psychanalyse là, elle est d'écouter chacun des protagonistes et de faire le rapport entre ce qu'il énonce et le réel qui sous-tend son énoncé. C'est pour ça qu'il s'agit de réduire l'imaginaire. Alors là, on est dans un cas particulier puisque on est au cinéma, on n'est pas dans une séance analytique, donc le réel prend la forme du filmage cinématographique, c'est-à-dire les nuances dans lesquelles Ridley Scott va filmer les différentes versions. Alors vous avez vu que dans la version où elle adresse des œillades, enfin, ce qui peut être pris comme tel par Jacques Legris, en vérité, elle est en train de parler à Jean de Carouge et lui dire quelque chose comme quoi, voilà une manière de se comporter, etc. Donc on voit que entre les sujets, il y a toujours une histoire de malentendu. C'est-à-dire le malentendu est la règle. Hein. Et là où, évidemment, ça devient crucial, c'est au moment du viol, puisque, effectivement, dans la version de Jacques Legris, elle enlève presque ses chaussures et elle le conduit à la chambre, elle monte dans la chambre. Et puis bien sûr qu'elle est obligée de faire comme si elle résistait, mais lui il dit à ce moment-là, une fois que l'abomination est finie, ne vous en voulez pas parce que c'était plus fort que nous. C'est-à-dire qu'il l'inclut dans sa propre subjectivité comme étant d'accord avec ce qui s'est passé, étant donné les œillades qu'elle lui aurait adressées, etc. Et puis, son amour dont il se réclame, qui ressemble un peu à une crise d'érotomanie. Hein. Et lui, il est persuadé, et il se persuade dans son discours, qui est mensonger, mais chacun des discours est mensonger, on le voit. C'est-à-dire que la vérité ne peut que se mi-dire, hein, puisque, au fond, le mot vient toujours en lieu et place de la chose. C'est pour ça qu'il y a un proton pseudos. Et là, bien sûr... le réel est à la mesure, à la démesure plutôt de ce qui arrive, puisque Jacques Legris va être confondu. Et il va périr par là où il a péché, c'est-à-dire la parole. Si entre nous et le réel, il y a la vérité, là, la vérité ne tient pas, et donc le réel s'engouffre, et c'est la mort qui est au rendez-vous. Donc ce qu'il y a de très intéressant dans ce film, c'est que la position de Marguerite, elle n'est pas, sans ignorer tout de cette ambivalence trouble dans son désir, et de cet écart maximal qu'il y a entre son moi, sa volonté, et son désir, puisque quelque chose se déclenche de l'ordre du désir qui est de l'ordre de l'enfantement. Et à ce moment-là, effectivement, elle tombe enceinte, alors jusqu'à maintenant, ça avait échoué. Donc, il y avait un désir inconscient. Mais attention, là, c'est là où il faut être très subtil, c'est-à-dire que dans les fantasmes masculins et féminins, il y a en gros quelque chose de l'ordre de la phylogénèse. C'est-à-dire que ça dépasse très largement le moi et les considérations qu'on peut en faire. Pour Ridley Scott, ce film-là, c'est un film féministe. Alors évidemment, ça fait bondir les, entre guillemets, féministes contemporains, parce que, en contemporaine, il faudrait dire maintenant, c'est drôle, parce que, justement, c'est ce que fait
Ridley Scott, c'est justement ne pas souscrire au féminisme contemporain, en restituant à une femme sa vraie place, qui est d'être beaucoup plus dans le réel que les deux hommes qui sont dans une rivalité phallique et qui ont très peu de réel. Elle représente le réel, elle, pour eux deux. Elle seule est vraiment consciente des enjeux, des rapports de son sujet à la parole et de la parole au langage. Parce que elle seule est dans cette dimension-là de la parole. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle est sensible à la fois à la possibilité de parole de Jacques, mais aussi à l'absence de parole chez Jean. Parce que Jean lui-même, étant un signifiant phallique pur, un guerrier, le paradoxe, c'est qu'il n'accède pas à la parole. D'ailleurs, son problème de jouissance avec lui vient de là. C'est-à-dire, il incarne, elle choisit un homme, un guerrier, parce que, effectivement, ce sont des temps durs pour les femmes, et donc elle choisit plutôt celui qui est le plus fort. Mais, en fait, il ne peut pas y avoir d'accord entre leurs fantasmes, parce que lui-même, il a très peu de moi, très peu de fantasmes. Et de ce fait-là, il n'y a pas d'accord entre les fantasmes. Parce que s'il n'y a pas de rapport sexuel, il y a tout de même un rapport entre les fantasmes. Et elle, dans sa position, elle est le réel et elle est au plus proche du réel. Parce que dans sa parole, elle sait ce qu'il se passe et ça se voit à l'écran. C'est elle qui risque sa vie. Elle sera brûlée vive si le duel tourne à son désavantage. Sa vie est en jeu, qu'elle le veuille ou non, à chaque fois. Et puis, donc, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, sa position éthique est la plus juste. Elle accepte d'une certaine manière que le désir soit quelque chose d'insu, d'inconscient, qui lui permet d'enfanter, et en même temps, elle reste fidèle à sa volonté, c'est-à-dire que elle n'aurait pas cédé, parce qu'elle sait qu'elle est un sujet divisé. Et il y a une assumation de sa division subjective qui fait qu'en fait, dans ce qui est cité à la fin, bien c'est elle qui s'en sort le mieux, puisqu'elle va vivre avec son enfant, et puis elle va s'en sortir assez bien, alors que les deux autres, Jacques Legris, lui, subit l'ordalie, sa parole n'est pas fondée dans le réel, et même si lui, il croit à son propre récit, il n'empêche que le réel lui donne tort. Et Jean de Carouge, lui, continue son bonhomme de chemin, et son destin va être de finir sur un champ de bataille comme c'était prévisible, et ça se passe pendant les croisades. Donc c'est un film très intéressant, parce que, justement, il montre que la vraie position évolutive est celle de la femme, de Marguerite. Et c'est là où on revient sur cette notion de Weltanschauung, puisque là, la position du psychanalyste, elle est très claire. Il ne s'agit pas de juger, justement. Il est dans la même impasse que ne le sont les juristes dans ce procès. À qui donner tort, qui donner raison, qui jouit le plus, qui jouit le mieux, on n'en sait rien, et c'est pas du tout le propos. Le propos, c'est d'entendre la parole du sujet en tant que elle permet de déterminer le rapport qu'il entretient à son inconscient, donc à son désir. Le désir comme un dire, le désir c'est une désinence du dire, ce n'est pas ce que je désire, c'est pas l'objet du désir. De toute façon, le désir n'est pas à confondre avec son objet et encore moins avec sa cause. Mais le désir, sa cause, justement, ça parle. À partir de là, on voit dans le destin de chacun que la parole reste la seule voie d'accès qui nous est offerte comme civilisation de notre jouissance. Il n'y en a pas d'autre. Et c'est en ça que ce n'est pas une Weltanschauung, la psychanalyse. Il ne va pas donner raison à telle ou telle conception du monde. On va pas se dire féministe ou légaliste ou je ne sais pas quoi. On va entendre le rapport du sujet, car pour la psychanalyse, si la psychanalyse touche à l'universel, c'est au même titre que la vérité. Il n'y a d'universel que de l'absolument singulier. Il n'y a pas d'autre universel que ça. Donc,
la Weltanschauung est évacuée comme toutes les autres conceptions du monde. En quoi consiste la psychanalyse? Eh bien, le secret, c'est dans la mort du père. La mort du père, c'est la mort du Dieu ou la mort du grand homme pour Freud. C'est le mythos, l'aspect du mythe, qui vient colmater la faille inhérente à toute logique, au logos. C'est pour ça qu'il y a deux mots pour dire parole en grec ancien. Enfin, il y en a plus que ça, mais il y a aussi épos. Mais épos, c'est l'histoire qu'on raconte et l'épopée homérique. Mais disons, dans ce qui nous intéresse, la dialectique se situe entre le logos, la logique, qui tient elle-même sur quelque chose qui n'est pas logique, et qui est le mythos, qui est la parole vraie, la parole qui fait être, la parole du réel. Donc, c'est seulement à partir du mythe du père de la horde primitive qui est assassiné par ses fils que se met en place la possibilité d'une civilisation. C'est seulement à partir de ce moment-là qu'il devient père. Et aujourd'hui, puisque nous sommes à Noël, donc on retrouve les fondements de la prière chrétienne, notre Père qui est aux cieux. C'est-à-dire qu'il est nulle part. C'est le Père réel en tant que il est impossible à imaginer et impossible à symboliser. La partie symbolique existe cependant. Mais elle ne s'appelle pas plus Père cette fois, elle s'appelle nom du Père. Et donc c'est là où le mot vient remplacer la chose. C'est le glissement entre le maître de l'éthique ancienne et le discours du maître qui possède un signifiant maître. C'est un signifiant qui vient du réel, ce en quoi il est mythique, et qui tient lieu, à partir de là, de signifiant maître qui ne signifie rien, mais à partir duquel tous les discours peuvent s'organiser, et notamment le premier, dont personne ne peut faire l'économie, qui est le discours du maître. Puisque le discours du maître, c'est très simple, c'est que la première communauté humaine doit mettre en place quelque chose qui fasse que cette communauté puisse fonctionner en tant que communauté. Donc il y a des règles, il y a des lois, et ça a quelque chose à voir avec ça, et avec, cette fois, un personnage contingent qui incarne le signifiant maître et qui en fait donc le maître dans le discours du maître. Et on est dans le mythe aristotélicien que va reprendre Hegel pour sa fameuse dialectique du maître et de l'esclave. C'est-à-dire l'impossibilité qu'il y ait toujours deux sujets. C'est-à-dire l'intersubjectivité est imaginaire, puisque le maître, lui, va s'engager dans une lutte de pur prestige contre l'esclave pour obtenir sa reconnaissance, mais l'autre, se couchant et n'étant pas à la hauteur du maître, il ne peut pas lui accorder la reconnaissance voulue. Donc le maître reste dans l'impasse. C'est pour ça que le maître reste toujours le dernier imbécile sur la terre, puisqu'il ne sait pas, lui, qu'il est lui-même un effet du discours du maître, du signifiant maître. Donc nous avons là la structure, l'essence même du fonctionnement psychanalytique en tant qu'il répond du discours de l'analyste, qui est le seul discours non sphérique. On l'a déjà vu quand on a parlé de l'étourdi. Tous les autres discours amènent à une sphère, d'une certaine manière. Ça se boucle sur lui-même et ça reste enfermé parce que c'est la signification qui va primer. Or, la signification est imaginaire. Le discours de l'analyste, lui, restant sur le plan du signifiant, il reste indécidable. Il y a quelque chose d'indécidable parce que la vérité ne peut que se mi-dire. Et donc l'interprétation est toujours de l'ordre d'une énigme. Donc l'interprétation du film aussi reste de l'ordre d'une énigme. On peut aller jusqu'à un certain point et retrouver par le biais des images l'écart qu'il y a entre ce que les personnages disent ou se disent et ce qu'ils font réellement, c'est-à-dire la différence qu'il y a entre le réel et le symbolique en tant qu'il est imaginaro-symbolique, c'est-à-dire qui repose sur l'imaginaire que je me fais de ma position et de ce que je dis, et le réel lui-même, en tant que
il est d'un ordre qui dépasse tous les ordres parce qu'il est inaccessible en tant que tel. Il se fait jour à travers le langage, mais aussitôt il s'évanouit. On ne peut que le cerner par le jeu des signifiants, et pour ça, il faut apprendre à parler. C'est le travail de la psychanalyse et son éthique du bien-dire. Donc, on a cette dimension-là, bien sûr, de la mort du père, qui est présente et qui amène Freud jusqu'à un christocentrisme, ce qui est assez paradoxal, pour un juif encore plus, mais Freud est peut-être le juif le plus évolué de toute l'histoire. C'est-à-dire, c'est l'acmé de la lettre juive qui est porté jusqu'à ouvrir, avant que les nazis déciment justement ce que les juifs représentaient comme impossibilité d'accès à un universel technicien, un universel technique, un universel technologique, c'est-à-dire la transmission d'un savoir qui fasse abstraction des sujets. Eux, ils représentaient l'obstacle à ça. C'est pour ça que les nazis ont voulu exterminer les juifs. Peut-être que le programme nazi ne consiste au départ en rien d'autre qu'en l'extermination des juifs, parce que ils représentaient ce caillou dans la chaussure en marche de l'universel technique. Mais là, aujourd'hui, nous n'en sommes plus là. C'est-à-dire, il y a de nouveau une menace de cet universel technique qui déshumanise, qui objective les hommes, qui les transforme en objets. Et la psychanalyse peut constituer un recours à ce moment-là, à condition de la considérer dans son aspect vraiment où elle procède d'un discours particulier. Elle est une clinique des discours et un discours qui est ce discours de l'analyste, avec l'analyste en position d'objet, petit a, à partir duquel le sujet peut assumer sa division subjective et le fait qu'il n'y a d'universel pour lui qu'un universel absolument singulier. Alors, comment faire le pont de ça avec le tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors là, c'est vraiment ce sur quoi Freud rejette, parce que c'est vraiment un commandement quasiment impossible. Hein. Comme il a beaucoup d'humour, il dit, bon, si on disait tu aimeras ton prochain comme il t'aime lui, à la limite, c'est possible, puisque dès que quelqu'un m'aime un peu, j'ai tendance à l'aimer aussi en retour. Hein. C'est connu. Mais aime ton prochain comme toi-même, là, on se heurte à un sacré problème. Qu'est-ce que ça veut dire comme toi-même? Et c'est là où le malaise dans la civilisation lève aussi une illusion sur la bonté originelle de l'homme. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle fait de l'homme un être a priori mauvais, hein. C'est pas ce que je veux dire. C'est pas ce que dit Freud, et puis c'est pas l'interprétation qu'il faut en faire. Mais il y a toujours un passage où l'homme est-il bon et perverti par la société, ou l'homme est-il mauvais et la société a raison de le contraindre? Eh bien, le problème, c'est que ça ne se pose pas en ces termes-là. Lacan résout l'énigme dans l'éthique, et puis il en reparle après dans un discours qui ne serait pas du semblant, pour montrer qu'effectivement, l'homme qui arrive est, avant même son arrivée, déjà pris dans un discours. Et selon ce qu'il va vivre de son histoire avec ses parents et ceux qui l'entourent, il va choisir quelque chose de l'ordre d'une structure qui va être ou la psychose, ou la névrose, ou la perversion. Il n'y a que 3 structures, ce sont les 3 structures qui correspondent au fait que nous sommes des parlants. Et ces 3 structures sont ce qui permet au sujet de s'imaginer éviter le réel de la castration. Ça commence par la Verneinung, en fait. La Verneinung, c'est la manière de dire non. Dans Verneinung, il y a le Ver, et puis il y a le Nein, et le UNG qui correspond au ion en français ou TE, c'est-à-dire c'est une substantivation de la chose.
Et la Verneinung, en fait, c'est la première manière qu'on aurait d'activer la possibilité du bon fonctionnement de l'inconscient, c'est de dire non. Et en disant non, le premier non, il n'est pas forcément dit de manière négative, hein, et il est celui du stade du Forda, c'est-à-dire de dire fort, c'est-à-dire loin, quand la bobine est là, et de la jeter, et da, pour la ramener, c'est-à-dire de faire venir un mot à la place de la chose. Hein, on vient de voir, c'est comme ça qu'arrive le signifiant maître, en quelque sorte, c'est-à-dire qu'on passe du registre où s'installe la possibilité du langage pour nous, et la possibilité du langage, c'est tout simplement la possibilité humaine. Nous sommes avant tout des par-lettres, c'est-à-dire que nous sommes surdéterminés par les lois du langage. Donc même l'Ancien Testament, c'est vraiment les commandements, ça concerne les lois du langage. Donc nous sommes avant tout des êtres de parole, et c'est pour ça que c'est sur les lois du langage qu'il faut s'interroger. Et tout ce qui se passe actuellement ne peut être interrogé que par le rapport des sujets au langage. Et là où on voit une objectivation, c'est-à-dire une signification, parce que dès qu'on sort du registre du signifiant et qu'on chute dans le signifié, on objective les choses, mais on les chosifie aussi. On sort de la plasticité du langage qui a quelque chose à voir avec la plasticité du corps humain, la manière dont le corps humain se déploie, est quelque chose qui a un rapport avec la plasticité du langage. Donc, comme disait Hölderlin, c'est d'abord en poète que nous devons habiter cette terre. Ça ne veut pas dire déclamer des poésies, ni même en écrire, mais travailler sur le rapport que nous avons de notre sujet à la parole dans un langage. Donc, est-ce que l'homme est bon? Eh bien, il y a quelque chose qui fait rapidement que Freud met à jour dans le Maître de la civilisation, c'est qu'il y a une pulsion agressive qui fait qu'il va utiliser les autres hommes comme un modèle, un objet, un adversaire. Donc il introduit une nuance dans la deuxième acception qu'il fait de sa pulsion de mort, il l'assimile à une pulsion de destruction. Et il y a quelque chose de foncièrement méchant, donc violent, et qui est lié au langage lui-même, et qui est dans chacun des hommes. Donc les hommes ne sont pas a priori bons ou mauvais, ils sont possédés par une violence qui est celle du langage lui-même. Donc le mythe d'une société qui viendrait comme ça pour résoudre le problème des hommes est totalement dénoyauté dès le début par Freud, avec le fait que, pour lui, c'est très clair que la société procède du refoulement et pas l'inverse. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce que nous avons en face, nous considérons comme la société, est notre propre création, c'est notre propre refoulement. Cette fois, c'est notre Verdrängung. Donc, on a Verwerfung pour caractériser la psychose, Verdrängung qui caractérise la névrose, une partie du refoulement. Et la société est notre propre refoulement. Et ensuite, nous avons pour les pervers, puisque en gros, on commence par la psychose et ensuite, on va choisir ou névrose ou perversion. On reste dans la psychose, on choisit la névrose ou la perversion, c'est-à-dire on choisit le refoulement ou la Verleugnung. La Verleugnung, c'est le fétichisme érigé en dernière figure que l'on peut voir. Donc le mythe, vraiment, c'est la chaussure féminine avec le haut talon. C'est le genou, la plupart du temps. C'est la dernière chose que le sujet va voir avant de s'apercevoir que sa maman n'a pas de pénis. Donc, qu'il y a un trou, il y a un vide. Et c'est ça, ce qu'on appelle donc une certaine représentation de la castration. C'est pas ça la castration. La castration, c'est que nous sommes des protocoles
langagier, c'est-à-dire notre sujet appartient intégralement à l'ordre du langage et le langage surdétermine ce qui va nous arriver, notre réalité. C'est la société qui procède du refoulement et pas l'inverse. L'inverse, c'est que nous instaurons, nous, une société consistante a priori, mais dont la consistance est imaginaire, et qui nous contraindrait à refouler, c'est-à-dire inhiber et tenir sous le boisseau nos pulsions. Alors, il faut savoir qu'il y a une organisation dans les pulsions et que ces pulsions, qu'on peut appeler aussi une jouissance, il y a une manière civilisée de faire avec, et c'est de passer par les défilés de la parole. Donc, tant qu'on instaure une société qui nous contraint, nous sommes dans l'envers de la possibilité psychanalytique. C'est pour ça que Lacan dit que le discours du maître est l'envers du discours de l'analyste. C'est l'autre côté. Il s'agit de resituer du côté de l'analyste. Il n'y a d'universel que singulier et il y a une possibilité pour le sujet de civiliser ses pulsions et de sortir du cycle infernal de la culpabilité, de la victimisation, pour rentrer dans la possibilité d'accomplissement de sa parole par l'apprentissage de ce qui en psychanalyse s'appelle le bien-dire. Et le bien-dire n'a rien à voir avec la rhétorique. C'est la possibilité pour le sujet de se situer toujours au plus près de la vérité, de cette vérité qui touche au réel. Alors là, il est dans le bien-dire. Et ça, c'est un travail, c'est une ascèse au sens grec, un askésis, c'est un exercice quasi permanent de se mettre au service du discours de l'analyste. Pour illustrer ça, et hier, un ami me raconte la petite histoire suivante. Il m'a dit, j'ai beaucoup réfléchi sur ce que tu as dit, et ça m'a fait méditer sur en reprenant Freud, donc, la société procède du refoulement et pas l'inverse. Et il me dit, je me souviens, quand j'étais petit, j'étais pris dans une dualité d'obéir et de faire les choses qu'on me demandait, me conformer, ou alors faire ce qui me passait par la tête et être considéré comme désobéissant ou rebelle. Et évidemment, j'avais une petite jouissance personnelle quand je me définissais contre, mais au fond, le confort d'être conforme, justement, de me conformer à ce qu'on me disait, d'être un obéissant, l'emportait le plus souvent. Et je me disais, tiens, c'est quand même beaucoup plus confortable, mais le problème, c'est que je n'en ai aucune reconnaissance, tout le monde s'en fout. Et il se passe rien pour moi dans ma vie si je reste complètement conforme à ce qu'on m'a dit de faire. Et évidemment, dès que je me mets du côté de la conformité, il y a quelque chose qui vient pour me dire attention, fais ce qui te plaît toi, sinon tu n'en auras jamais aucune reconnaissance, personne ne va te remarquer, personne ne va t'aimer, etc. Et donc nous sommes là dans cette première illustration assez enfantine, mais néanmoins parlante, de ce qu'on représente le plus souvent dans les films, vous savez, avec un petit diable rouge et un petit ange blanc. Et qu'est-ce que je dois faire? Où est le bien? Où est le mal? Est-ce que des fois le mal n'est pas la possibilité du bien? Eh bien, c'est ce que découvre justement la psychanalyse. C'est-à-dire que et pas seulement la psychanalyse, c'est-à-dire que c'est même dans les derniers travaux de Kant, le mal en tant que tel est la matrice éthique par excellence. Il n'y a de mal, d'une certaine manière, que pour donner une enveloppe structurelle à la possibilité éthique. Parce que l'éthique n'est pas à confondre avec la morale. Le fait que la société soit notre propre refoulement, ça veut dire que si je me place du point de vue d'un a priori d'être honnête ou malhonnête, c'est-à-dire un point de vue moral, mais je vais voir la société différemment. Mais la société est toujours mon refoulement. Donc il faut, pour changer vraiment quelque chose de cette position, assumer la responsabilité que j'ai en tant que sujet par rapport à ma parole, c'est-à-dire par rapport à un grand autre, qui n'est pas la somme imaginaire des petits autres que constitue la société, mais un grand autre en tant qu'il est le lieu de la parole.
hein. Le Dieu même de la science, d'Einstein, quand Einstein dit « Dieu est certes malin, mais il est honnête, il ne trompe pas ». Donc il y a un Dieu de la science. Ce Dieu de la science, Lacan, dans l'enseignement lacanien, il s'appelle le grand autre. Et le grand autre n'est pas quelque chose d'incarné. Il est le lieu de la parole elle-même, le lieu du dire. C'est quelque chose d'abstrait. Il faut pouvoir se hisser dans cette capacité d'abstraction pour saisir justement que le sujet a quelque chose à voir avec ce grand autre-là. Et c'est pas parce que le grand autre n'existe pas en tant que sujet qu'il n'a pas les effets les plus réels sur le sujet. C'est toujours dans le rapport que le sujet entretient entre sa parole et le langage que se situe pour lui sa réalité et que la société va prendre telle ou telle forme. Aujourd'hui, les soi-disant maîtres qui nous gouvernent, entre guillemets, sont des esclaves. Il n'y a aucune puissance de maître en eux, parce que ce qui définit un maître à proprement parler, en dehors de sa stupidité, ça, ils sont quand même assez stupides, il faut bien le reconnaître, mais c'est le fait de risquer sa vie. Eux, ce sont des trouillards, des pétochards. Donc ils ne risquent jamais rien de cet ordre-là. Ils s'abritent derrière des bureaux, des armées de police, etc. Ils ne prennent jamais aucun risque pour leur propre vie. C'est justement ce qui définit l'esclave. Donc, si l'esclave a gagné, c'est que nous sommes dans une société d'esclaves. Et ce qui s'oppose à la société d'esclaves, c'est pas une société de maîtres, mais c'est de faire avec chacun le grand autre, c'est-à-dire l'ordre du langage, en tant qu'il est quelque chose qui ne trompe pas. Et c'est un paradoxe, puisque la parole est en elle-même menteuse, puisque le mot vient toujours à la place de la chose, il y a cependant quelque chose dans la parole qui ne trompe pas. Ça, c'est justement la grande difficulté, et c'est là où, par exemple, quelqu'un comme Žižek, que je croyais pendant très longtemps avoir lu avec pertinence Lacan, je me suis aperçu qu'il est passé complètement à travers et qu'il n'a rien compris. Et notamment quand il dit que le paranoïaque est celui qui fait exister un grand autre, c'est absolument l'inverse. Le paranoïaque, le grand autre, il n'y croit pas. Hein, le dieu de la science, là, il n'y croit pas du tout, parce qu'il est dans la tromperie. Il parle de Dieu, mais c'est toujours un petit autre, comme pour Žižek, il n'y a que des petits autres. Il n'y a pas de grand autre. Il n'est ni chrétien, ni psychanalyste, il ne connaît rien à ça. C'est pour ça qu'il prend une position aussi consternante dans cette pseudo-pandémie qui est en vérité une manipulation fasciste de fichage. Lui qui, soi-disant, devrait être le grand critique de l'idéologie, en fait, il passe complètement à côté, il gobe tous les discours dominants. Alors, j'ai un ami serbe qui me dit, il peut pas être aussi bête, il est sûrement corrompu, acheté. C'est vrai qu'on a du mal à s'imaginer ça, mais il faut se rendre à l'évidence, quoi. Il est complètement à côté de la plaque. On ne peut pas ne pas penser à Bernanos qui dit les intellectuels sont toujours des imbéciles et on devrait les considérer comme tels jusqu'à ce qu'ils prouvent le contraire. Eh bien là, il n'a pas prouvé le contraire puisqu'il est complètement à côté de la plaque. Et en plus, il cite Lacan complètement de travers, il lui fait dire n'importe quoi, exactement comme Miller et sa clique, là, les féministes, les gender studies, etc., ce sont tous des bouts de discours capitalistes. La psychanalyse ne se définit que par rapport au discours de l'analyste. Et même Mellman, là, il est à côté de la plaque quand il parle du discours de l'analyste comme quelque chose qui a un rapport avec la perversion. C'est pas parce qu'en haut, il y a petit a et de l'autre côté S-barré que c'est effectivement la formule de la perversion, que c'est un rapport avec la perversion, puisque le psychanalyste est censé ne pas jouir. Donc, et c'est beaucoup plus subtil que ça. Il démantèle la psychanalyse à ce moment-là. Donc nous sommes dans une époque de grand démantèlement, mais en même temps les masques tombent. Hein. Nous avons en ce moment une grande chance, c'est de voir un peu qui est qui en quelque sorte. Hein. Je vous avais parlé de cet épisode là dans Le Voyage au bout de la nuit de Céline où il finissait par dire ça serait bien qu'il y ait quelque chose pour reconnaître les bons des méchants. Eh bien aujourd'hui ça y est, il suffit de voir qui se couvre d'une guenille faciale et qui a tel ou tel discours, vous êtes sûr à qui vous avez affaire, quoi. C'est-à-dire à ceux qui sont pour
retrouver la possibilité du sujet, c'est-à-dire l'humanité de l'homme, et ceux qui veulent vivre dans un monde d'objets, c'est-à-dire un monde confortable où ils sont plus que les objets de la technique, avec une espèce d'universel délirant. Et donc, voilà où nous en sommes aujourd'hui.